Bonjour, bonjour. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux espaces vectoriels. Nous allons donc commencer toute une série de vidéos d'algèbre linéaire qui, j'espère, vous plairont, vous intéresseront, vous divertiront, je ne sais pas. Donc, un espace vectoriel, qu'est-ce que c'est? Bon, eh bien, tout d'abord, vous savez ce que c'est? Il y a dans le mot espace vectoriel, vectoriel. Vous êtes censé savoir ce que c'est que des vecteurs, c'est-à-dire ce qui représente une force ou un déplacement, vous voyez, hein. Donc ce sont des objets qui ont une certaine longueur, qu'on appelle la norme, qui ont une direction et un sens de trajet. Et un sens, la flèche, elle indique qu'il y a voilà, un sens en plus dans lequel on va. Ok, donc voilà, un espace vectoriel, en fait, c'est un ensemble mathématique dont les objets se comportent comme des vecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire se comporte comme des vecteurs? Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est que des vecteurs, les opérations sur lesquelles on peut faire, ce qu'on peut faire avec, c'est par exemple les ajouter. Donc ce sera des ensembles dans lesquels on peut ajouter les éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec des vecteurs? Eh bien, on peut changer le sens, on peut prendre un opposé. Chaque vecteur a un opposé, tel que la somme de lui et de ce vecteur soit le vecteur nul. Et la dernière chose qu'on peut faire avec des vecteurs, mais qui n'est pas inintéressante, c'est que si on prend un nombre, par exemple là j'ai pris 5 demi, on peut multiplier un vecteur par 5 demi. Vous voyez, si je prends le vecteur v, voilà, je le multiplie par 2, il arrive là, je rajoute encore un demi de v, hop, ça arrive ici. Et donc, voilà, les opérations qu'on veut pouvoir faire sur un espace, c'est l'addition, l'avoir un opposé et multiplier par un nombre quelconque. On va dire, donc là c'est déjà inclus parce que multiplier par moins 1, enfin bon. Regardons donc des objets mathématiques tels qu'on peut les avoir. Donc tout d'abord, commençons par les fonctions de R dans R. Voilà, vous le connaissez bien. Donc voilà une fonction U et une fonction V. A priori, ce n'est pas des vecteurs. Mais n'empêche que on verra que l'ensemble des fonctions est un espace vectoriel. Pourquoi? Parce qu'on peut additionner ces deux fonctions. Voilà le résultat. On peut bien sûr prendre l'opposé de cette fonction. C'est celle-ci, je pense que vous le savez bien. Et puis on peut multiplier une fonction par un nombre. Voilà, je multiplie celle-ci par 5 demi, hop. Là où elle valait 0, elle vaut toujours 0, juste l'amplitude a augmenté. Donc voilà. Donc l'ensemble des fonctions, en fait, de R dans R, c'est un espace vectoriel. Alors les coordonnées, les vecteurs, on peut les voir soit comme des objets dans les plans ou dans l'espace, soit par les coordonnées qui permettent de définir les déplacements. Donc là, je les ai mis dans le plan. Donc voilà, les vecteurs de coordonnées 1, 2 et 4, moins 2. Donc en fait, bon, on a l'habitude de l'appeler ça des vecteurs, mais en fait là, c'est des couples de nombres. Bon, les couples de nombres, c'est un espace vectoriel. Pourquoi? Parce que je peux faire la somme. Alors la règle, vous la connaissez, c'est d'ajouter les deux premiers. Hop, d'ajouter les deux suivants. Voilà, U plus V, ça fait 5, 0. Très bien. L'opposé de U, bien sûr que ça existe. C'est l'opposé moins 1, moins 2. Voilà, hop. Très bien. Et je peux multiplier par un nombre, donc 5 demi de V, voilà. 5 demi fois 4, eh bien ça fait 10. 5 demi fois moins 2, ça fait moins 5. Et donc, les ensembles de couples de nombres, comme ça, de coordonnées, sont un espace vectoriel. Alors bon, ça vous le saviez, j'imagine, vous en doutiez fortement déjà depuis longtemps. Alors s'il y a une seule coordonnée, l'espace vectoriel où il y a une seule coordonnée, par exemple, donc là si je prends des coordonnées réelles, l'ensemble R, voilà, c'est un espace vectoriel, c'est une droite, ok, chouette. Ensuite, si je prends deux coordonnées comme je l'ai fait, eh bien vous savez bien qu'on obtient donc R2, l'ensemble des couples d'éléments de R, qu'on peut visualiser comme un plan. Si on prend trois coordonnées, on obtient R3, qu'on peut visualiser comme l'espace dans lequel on vit, et ainsi de suite, R4, R5, R6, vous voyez. Mathématiquement, on rajoute des coordonnées. Mentalement, on a beaucoup de mal à se faire des idées de comment on peut voir les objets là-dedans, mais mathématiquement, rajouter des coordonnées, c'est pas bien dur. Donc jusqu'à R5, R7, enfin R20 000, ça existe. À quoi ça sert? C'est autre chose. Ok, un autre objet mathématique que vous connaissez sans doute, les matrices. Donc les matrices sont les tableaux de nombres, et il y a des règles qui permettent d'additionner les matrices, comme vous le savez, qui consistent simplement à additionner les éléments un par un. Donc là je fais 3 plus moins 4, j'obtiens moins 1, moins 1 plus moins 2, j'obtiens moins 3, 2 plus 0, 2, et 8 plus 0, 8. Voilà, je peux ajouter U et V. Bon, l'opposé de U, c'est la même, sauf que chaque nombre est remplacé par son opposé. Donc là voilà. Ensuite, je multiplie V par 5 demi, c'est possible, il suffit que je multiplie tous les nombres qui sont là par 5 demi, et donc j'obtiens cette matrice-là. Donc les matrices forment encore un espace vectoriel. Et là, vous devriez vous dire, bah oui, mais on le savait déjà, puisque finalement, ce sont les mêmes règles qu'on vient de voir juste avant. Dans ce cas particulier, c'est comme si c'était R4.
il y a 4 nombres et les règles sont exactement les mêmes que si je les avais mis alignés. Le fait que je les écrive en tableau ou que je les écrive à la suite les uns des autres, ça ne change pas. D'accord? Et donc en fait, MNP de R, donc ça, si vous avez oublié, ça veut dire les matrices à n lignes et p colonnes, donc les tableaux de nombres avec n lignes et p colonnes, de nombres réels, ben en fait, c'est la même chose que R puissance NP, c'est-à-dire que c'est n lignes p colonnes, ça fait NP cases. Hein. Donc NP nombres réels, disposés en colonne ou disposés en ligne, mais c'est les mêmes règles, donc c'est aussi un espace vectoriel. Ok, très bien, passons à la suite. Alors, justement, jeu de mots, les suites. Alors les suites, donc c'est comme les coordonnées, sauf que cette fois, il y en a une infinité. Alors, comment on définit des suites? Là, je vous ai commencé à donner la suite des termes, mais c'est dur de deviner ce qu'il y a après les petits points. Généralement, une suite, elle n'est pas définie par l'ensemble de tous les termes, vu qu'il y en a une infinité. Soit c'est défini par récurrence, on dit tiens, on prend le terme précédent, on multiplie par 2, suite géométrique, bref. Soit il y a une formule, voilà, donc là j'ai pris des suites très simples où j'ai une formule. Pour celle-ci, vous voyez, c'est n au carré plus 1, vous pouvez vérifier. Si n égale 0, ça fait 1. Si n égale 1, 1 fois 1 plus 1, ça fait 2. Si n égale 2, 4 et 1, 5, ainsi de suite. Si n égale 3, 9 et 1, 10, voilà. Donc c'est la suite des nombres au carré auxquels j'ajoute 1, bon, pourquoi pas. Et alors celle-ci, c'est une suite arithmétique, si vous regardez bien, ça augmente de 2 à chaque fois, entre chaque nombre. Et donc la formule, c'est v de n égale 2n-4. Bon, voilà deux suites. Eh bien, je prétends que deux suites, c'est deux vecteurs. Pourquoi? Parce que, eh bien, je peux les additionner, effectivement. Voilà, soit je les additionne là, terme à terme, 1 plus moins 4, ça fait moins 3, 2 plus moins 2, ça fait 0, ainsi de suite. Soit j'additionne bêtement les deux formules, hein. N carré plus 1 plus 2n moins 4, ça fait S carré plus 2n moins 3. Voilà. Très bien, donc on peut ajouter les suites. Évidemment, je peux faire l'opposé, bah oui, c'est moins n au carré moins 1. Et je peux multiplier celle-là par 5 demi, et j'obtiens, voilà, 5 demi de v n. Hein, la suite 5 demi de v, son nème terme, donc c'est 5n moins 10. Ok, voilà. Donc jusque-là, bah, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, les polynômes. Les polynômes. Hop, voilà deux polynômes. Des vecteurs. Décidément, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui n'est pas un vecteur? Bah, pas grand-chose en fait. En mathématiques, pas grand-chose qui n'est pas un vecteur. Alors, pourquoi? Bah, parce que je peux les additionner. Chouette. Voilà. Les x plus 2x, 3x. Bon, très bien. Je peux évidemment faire l'opposé de u. Bah, c'est le polynôme moins x au carré, moins x, moins 1, tout ça. Et puis, eh bien, je peux multiplier celui-là par 5 demi, hein, comme d'habitude. Alors, pourquoi toujours 5 demi? Bon, comme ça, pour montrer des exemples. Hein, mais c'est n'importe quel nombre. Hein, ça peut être 3, racine de 2, 8, enfin bon. Et j'obtiens de nouveau un polynôme. Alors, vous allez me dire, bon, est-ce que c'est vraiment si différent que ça? Eh bien, en fait, non. Puisque un polynôme, si vous avez regardé ma vidéo sur les définitions des polynômes, c'est une suite presque nulle. Et donc, hop, un polynôme, on peut le voir comme une suite où il n'y a plus que des zéros au bout d'un moment, hein, qui correspond au coefficient du polynôme. Donc là, celui-là, 1, 1, 1 et que des zéros. Celui-là, moins 4, 2 et que des zéros. Et donc, bah, comme les suites forment un espace vectoriel, les suites où il n'y a que des zéros au bout d'un moment sont les éléments d'un espace vectoriel, c'est pas choquant, vous voyez. Et donc, les polynômes, c'est aussi un espace vectoriel. Alors, un petit peu plus subtil, quoique, les fractions rationnelles, hein, ce qu'on obtient en faisant un polynôme divisé par un autre polynôme. Eh bien, vous savez bien qu'on peut les ajouter. Alors là, je vous laisse faire le petit calcul. C'est pas très compliqué, mais enfin, il faut mettre au même dénominateur. Donc, ça fait x fois x plus 1, x au carré plus x. Il faut multiplier celle-là par x, celle-ci par x plus 1. On rajoute tout, on obtient ça. Si je ne me suis pas trompé, mais j'ai vérifié. Donc voilà, l'opposé de u, eh bien, je mets des signes moins devant. Hop, c'est moins u. Et puis, je multiplie celle-là par 5 demi. C'est pas bien compliqué. Hein, ça fait x5 en haut, x2 en bas. Et donc, voilà, on obtient encore un espace vectoriel. Ok, c'est pas fini, on en a encore. Alors là, ça fait vraiment une grande catégorie d'espaces vectoriels qu'on pourrait pouvoir définir comme ça. Si je prends x, un ensemble quelconque, n'importe quoi, un cercle, un plan, un ensemble de points finis, un nuage de points, enfin bon, l'ensemble d'étudiants de La Rochelle, n'importe. Bon, voilà, x, n'importe comment, et e, par contre, qui est déjà un espace vectoriel, même si je n'ai toujours pas défini proprement ce que c'est, eh bien, l'ensemble des fonctions qui vont de x dans e, d'accord, est un espace vectoriel. Pourquoi? Ben donc j'en prends deux, regardez, je prends deux applications, u et v, donc qui sont définies par, voilà, pour chaque x, il y a u de x et v de x. Eh bien, je peux ajouter ces deux fonctions. Pourquoi? Ben, comment je fais ça? Ben, simplement, l'image de x par u plus v, eh bien, c'est u de x plus v de x, que je peux ajouter, parce que u de x, il est dans e, v de x, il est dans e est un espace vectoriel. Donc on peut ajouter les vecteurs, les éléments de e, donc u de x plus v de x, ça a un sens. D'accord? Et donc, l'application qui à petit x associe ce truc-là, qui est toujours dans E, c'est
c'est une application qui est bien définie et voilà que j'appelle U plus V. Et donc je peux ajouter deux applications d'un ensemble dans un espace vectoriel. Puis pareil, l'opposé de U, cette fois je dis l'image de X c'est moins l'image par U de X, hein, donc l'image, voilà, vous avez compris. Et multiplier V par 5 demi, c'est pas compliqué non plus, hein, parce que 5 demi de V, c'est l'application qui a X associe V de X multiplié par 5 demi, donc ça c'est possible parce que V de X est dans E, et donc voilà, comme ça on définit. On donne une façon de voir les fonctions de n'importe quoi dans un espace vectoriel. Vous voyez, c'est vraiment l'arrivée qui compte en fait, hein, pour qu'on puisse ajouter les images quoi, et les multiplier par un nombre. Ok. Voilà, et donc un cas particulier, si je prends grand X égale n, donc les applications de n dans E, c'est-à-dire les suites d'éléments de E, les suites à valeur non pas seulement dans R, mais dans un espace vectoriel quelconque, deviennent un espace vectoriel, elles aussi. Donc, vous voyez, ça généralise pas mal les constructions qu'on a vues jusqu'à présent. Ok, allez, on est bientôt au bout. Alors, depuis le début, je dis voilà, un espace vectoriel, il faut qu'on puisse ajouter les vecteurs et les multiplier par un nombre. Mais alors, c'est quoi un nombre? Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Jusqu'à présent, j'ai dit, voilà, prenez un nombre réel. Ok, on connaît bien, c'est notre droite habituelle, tous les nombres, là, racine de 2, pi, tout ça, 2, 8, moins 27 000, 3,4, enfin bref, tous les nombres qu'on connaît en fait. Hein. Ok, enfin, réel, donc pas complexe, mais enfin voilà. Toutes les longueurs possibles. Ok, on est habitué. Mais bon, c'est bien compliqué tout ça quand même, parce qu'il y a des ensembles de nombres plus simples. Hein, on pourrait se dire, attends, on va juste prendre n ou z, allez. On va prendre, voilà, espace vectoriel, on peut multiplier par un nombre. Là, 5 demi, du coup, ça ne marcherait pas, mais on va se dire, bon, on multiplie juste par ça. Et bien en fait, c'est interdit. Voilà, ça on a dit non, 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 ça on ne peut pas. Pourquoi? Alors pourquoi on ne peut pas multiplier par des entiers? Eh bien simplement, regardez, pour la raison suivante. Je prends un vecteur U, je multiplie par 2. Même si c'est dans n ou dans z, je peux, j'obtiens 2u. Mais là, je ne peux pas revenir en arrière. Vous voyez, j'ai un vecteur, celui-là, je ne pourrais pas le multiplier par un élément de n ou de z pour revenir au vecteur de début. Et donc c'est embêtant, ça veut dire que l'application de multiplication par un nombre, là, elle n'est pas bijective, on ne peut pas revenir en arrière, donc c'est un petit peu embêtant, vous voyez, voilà, c'est un peu plus compliqué, donc pour simplifier la tâche, alors ça existe, hein, ça ne s'appelle pas des espaces vectoriels, quand c'est sur Z, ça s'appelle des modules, mais ça, je ne vais pas trop en parler pour le moment, peut-être un jour. Donc nous, on va se limiter aux ensembles de nombres dans lesquels on peut diviser par n'importe quoi, qui est différent de 0, bien sûr, pas exagéré non plus. Donc, les exemples typiques, et honnêtement, vous pouvez vous contenter de ça, je pense, pour toute la licence de maths. Vous verrez rarement des espaces vectoriels sur autre chose, voire pas du tout. Hein. Donc, voilà, sur les ensembles R, Q à la rigueur, et C. Sachant que R et C, c'est quand même le gros du lot. Hein. Parce que les espaces vectoriels complexes sont quand même utiles pour pas mal de choses. Hein. Donc, ça, on ne peut pas dire que c'est tout le temps R quand même, ce serait abusif. Donc, c'est parfois Q, un peu plus rarement. Mais de manière générale, pour ne pas s'embêter, et puis pour pas à chaque fois dire tiens, on prend soit Q, soit R, soit C, etc. Et je vais dire que l'ensemble de nombres qu'on prend, je vais l'appeler K. Et qu'est-ce qu'il faut que ce soit? Il faut que K soit un corps commutatif. Donc c'est-à-dire un ensemble qui vérifie qu'il a une loi d'addition, une loi de multiplication, avec tous les axiomes que vous connaissez, hein, qui sont que voilà, il y a des opposés pour n'importe quel nombre, il y a 0 dedans, il y a 1, qui sont des éléments neutres pour l'addition et pour la multiplication. Et en plus, on peut diviser par n'importe quel nombre qui est différent de 0. Hein. Tous les éléments non nuls sont inversibles. Et en plus commutatif, on veut que la multiplication, l'addition l'est forcément, hein, sinon ce ne serait pas un corps, et en plus on veut que la multiplication A fois B c'est pareil que B fois A. Donc voilà, donc les matrices c'est pas un corps par exemple. Mais tout ce que vous avez vu, enfin, tout ça c'est déjà des corps. Il y en a peut-être d'autres que vous connaissez, je mets des exemples là un petit peu au cas où vous les connaissiez déjà, mais sinon c'est pas très grave. Z sur PZ, où quand P est un nombre premier, eh bien c'est un corps. Et puis R de X, c'est fraction rationnelle, justement, ça s'appelle le corps des fractions des polynômes, c'est fait pour être un corps. Ok, mais voilà. Si vous avez en tête que c'est R ou C, quand vous voyez K, ça suffira dans 99% des cas. Ok, donc voilà pour ce que c'est qu'un nombre, et puis maintenant on va pouvoir se lancer dans la définition de ce que c'est qu'un espace vectoriel. Il serait temps, hein, c'est la fin de la vidéo bientôt. Alors, un espace vectoriel, donc c'est un ensemble qui a une opération notée plus, on appelle une opération une loi de composition interne, hein, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est donc une opération, c'est une application qui prend deux éléments de E, qui donne un élément de E, voilà, qui est tout le temps défini, tout ça. Bon. Ok, qui s'appelle plus, on prend deux vecteurs, on peut toujours, enfin deux éléments de E qu'on appelle des vecteurs quand c'est un espace vectoriel, et on fait la somme de deux éléments, ça doit toujours exister, voilà. Bon. Ensuite, on a une loi externe, donc là c'est plus surprenant, c'est un truc un peu étrange, donc ça combine un élément du corps, K, et un élément de E, et avec ça on obtient un élément de E, et donc on la note, hein, vous voyez, alpha fois x égale alpha x, enfin,
c'est la multiplication par un scalaire. Oui, hein, les nombres, là, en fait, on les appelle les scalaires, des fois. Dans un espace vectoriel, il y a les vecteurs et les scalaires, pour ne pas confondre un petit peu les deux. Parce que voilà, on multiplie des choses qui ne sont pas de même nature, donc c'est un peu bizarre. D'habitude, quand on multiplie deux éléments d'un ensemble, ils sont dans le même ensemble, là pas. Donc c'est ça qui est un petit peu étrange, c'est pour ça que ça s'appelle une loi externe. Hein. Ok, et alors bon, il y a tout un tas d'axiomes maintenant qui doivent être vérifiés. Alors on y va. Tout d'abord, l'addition doit être associative. Bon, ça c'est la base, hein. Il y a peu d'opérations qui ne sont pas associatives sur Terre. Ça signifie qu'on peut faire x plus y plus z sans se poser de questions dans l'ordre dans lequel on le fait. C'est comme ça, tous les exemples d'addition que vous connaissez, je pense, ça a toujours vérifié ça, donc c'est pas très restrictif, mais voilà, c'est important. Ensuite, l'addition doit être commutative. X plus y doit être égal à y plus x. Bon, ok. Il doit y avoir un élément neutre. Alors, l'élément neutre, on l'appelle le vecteur nul, hein, on le note que généralement comme ça, 0, indice E. Alors, pourquoi on met un indice E pour 0? Alors, quand on était petit, on mettait une flèche sur le 0, on était vecteur nul, et on disait, oui, il ne faut pas confondre 0 et vecteur nul. Ben là, c'est pareil, on ne veut pas confondre le 0 du corps, de K, que j'appellerais 0 tout bonnement la plupart du temps, hein, avec le vecteur nul. Ok? Et donc c'est un élément de E qui fait que quand on ajoute ce vecteur, ça ne change rien. Alors généralement, un élément neutre, il fallait qu'on ait dans les deux sens. Hein. X plus vecteur nul égale X et vecteur nul plus X égale X. Mais comme j'ai déjà dit que l'addition devait être commutative, pas besoin de mettre les deux, ça c'est déjà inclus. Voilà, il existe un vecteur nul donc qui ne change rien quand on l'ajoute à n'importe quel vecteur. Ok, voilà les axiomes qui pour le moment, c'est pas fini. Un autre. Pour tout élément de mon espace E, il doit exister un autre élément dans E, enfin peut-être le même, en tout cas tel que x plus y soit égal au vecteur nul. Ça veut dire que tout élément admet un opposé. Hein. Pour tout x, il existe un y qui est égal à moins x, en fait, qui est l'opposé. Hein, d'accord? Tel que, voilà, tout élément admet un symétrique pour la loi plus. Et là, en fait, ces quatre axiomes-là, on peut les regrouper, on peut faire plus court. Si vous connaissez déjà la définition, ça gagne du temps. Ça veut dire que E muni de l'addition est un groupe commutatif. On liquide tout ça d'un coup. Donc un espace vectoriel, c'est avant tout un ensemble muni d'une addition qui fait de lui un groupe commutatif. Et il y a une deuxième opération, donc cette multiplication par un scalaire, et il y a une certaine compatibilité entre les lois plus et la multiplication par un scalaire que vous connaissez déjà. Donc notamment, c'est distributif. Si je multiplie par 2 ou par 3 ou par 5 demi la somme de deux vecteurs, eh bien c'est comme si je multipliais d'abord chacun des vecteurs et que j'ajoute après. Ok, c'est la distributivité. D'autre part, si je fais des opérations sur mes nombres avant de les multiplier à x, je le fasse avant ou après, ça doit faire la même chose. Vous voyez bien, hein, 2 plus 3x, donc 5x, ça doit être pareil que 2x plus 3x, parce que sinon ce serait n'importe quoi. Donc c'est pas choquant. Pareil pour la multiplication, alpha fois bêta fois x, bah, ça doit être pareil que alpha fois bêta fois x. Ok? Donc voilà, ça a l'air tellement naturel qu'on se demande si on est obligé de le mettre, mais oui, parce qu'on pourrait construire des trucs horribles, sinon, voilà. Et il en manque juste une toute petite, mais qui est importante quand même, parce que sinon, voilà. C'est que quand on multiplie par l'unité de k, j'ai mis un petit k là pour dire, mais la plupart du temps j'appellerais 1 tout court. Hein. Quand c'est un scalaire, on l'appelle 1, ça veut dire l'élément neutre pour la multiplication du corps k. Bon, là je l'ai mis k pour se rappeler. En tout cas, donc l'unité de k multipliée, donc cette loi-là, quand alpha c'est 1 ici, bah là on obtient x. Hein. Alors, c'est pas tellement choquant, parce que sinon ce serait un peu le souk, vous voyez, imaginez, 1 fois x c'est pas égal à x. Donc voilà, mais on a besoin de tous ces trucs-là. On va me dire, mais alors pour montrer qu'un truc est un espace vectoriel, il faut faire tout ça? Eh bien, en théorie, oui. Si c'est un objet que vous n'avez jamais vu, oui. Mais en vrai, non. Parce que la plupart du temps, eh bien, vous allez dire que vous le savez déjà. Puisque à partir de maintenant, vous savez qu'un espace vectoriel, il y a K, mais K puissance n aussi, c'en est un. Je ne fais pas le détail de tous les trucs, vous me faites confiance, ça marche. C'est fait dans plein de bouquins partout. Je veux dire, c'est des exemples typiques. Hein. Tous les axiomes sont vrais. Et les matrices, c'en est un aussi. Et les suites, c'en est un aussi. Et les polynômes, les fractions rationnelles, c'en est un aussi. Et les fonctions de x, où x c'est n'importe quoi, dans K, c'est un espace vectoriel. Parce qu'on peut ajouter, multiplier, enfin vous avez vu que je l'expliquais tout à l'heure. Et même les fonctions de n'importe quoi dans un espace vectoriel, qui peut être donc un de tous ces trucs-là d'abord, là, c'est encore un espace vectoriel. Et bien déjà, pour sortir de ça, ce sera très très rare. Donc si jamais vous trouvez un exemple quelque part où vous n'êtes pas là-dedans, c'est pas un sous-ensemble de ça, alors là, il faudra mettre les mains dans le cambouis et revérifier tous les axiomes. Mais en fait, dans 99,5% des cas, pour montrer qu'un ensemble qu'on vous donne est un espace vectoriel, vous allez montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Et donc, pour comprendre comment on fait pour
pour montrer qu'un truc est un espace vectoriel, comment montrer quelque chose d'un sous-espace vectoriel, eh bien, je vous invite à regarder ma vidéo intitulée Sous-espace vectoriel qui vous permettra d'y parvenir. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.